Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers, c'est Phil Seraphis, j'espère que vous allez tous très bien. Excusez-moi, j'étais avec mon téléphone parce que j'ai fait quelques recherches pour l'année de critique que l'on va faire aujourd'hui. Dans le cycle des vidéos que j'avais annoncé dans ma vidéo annonce des prochaines vidéos, je vous mettrai en lien en description justement ce que je vous ai mis, enfin ce que je vous ai annoncé comme prochaine vidéo, enfin dans la vidéo en question, bref, vous m'avez compris, vidéo annonce. Donc du coup, euh, là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà tourné ma critique sur Ballerina, qui sera disponible avant ou après la critique que je suis en train de faire. Tout dépendra du temps que je mettrai pour publier les vidéos que j'ai à publier. Encore une fois, mes vidéos sur One Piece, elle est prête, tout ça. Ma vidéo Clash, où je réponds définitivement, en tout cas je l'espère, à ces connards qui m'ont manqué de respect dans YouTube Cinéma, je vais y répondre. Si ce n'est que peut-être, petite parenthèse, dans la première, dans, le premier, comment dire, dans le premier test vidéo que j'ai fait sur ma critique sur ces youtubeurs là en question, où j'attaque point par point ces gens-là. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais aller très vite. Donc voilà, le truc c'est que la vidéo dure plus d'une heure, 1h30. Je pense que je vais pas pouvoir faire de montage ou de coupe, dans le sens où je pense que je vais retourner cette vidéo-là pour la faire plus courte et peut-être en faire deux parties, comme ça ce sera plus consistant. Donc voilà, vous êtes prévenus par rapport à ça. Je ferai de mon mieux par rapport à ça en tout cas. Bref, c'est pas le sujet, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, du coup, on va critiquer le nouveau film de l'une de mes actrices préférées dont j'avais fait un top 5 de mes meilleures actrices préférées, du coup, que je vous mettrai en lien en description. Donc, Emma Mackey, de retour pour Hot Milk. Hot Milk, qui est un livre qui a été écrit par Deborah Levy, peut-être de la famille de Mark Levy. Du coup, un roman qui me semble, qui je pense était un best-seller. Déjà que Deborah porte le nom de Levi, ce qui est pas non plus à négliger. Hot Milk, du coup, film réalisé par, et écrit d'ailleurs, film écrit et réalisé par Rebecca Lekenwicks, avec Emma Mackey, notamment aussi dans le cast Vicky Krieps, que l'on adore tous, notamment pour des films comme elle avait joué dans le dernier film, elle avait joué dans l'un des derniers films de Gaspard Ulliel, plus que jamais, que j'avais adoré à l'époque, dans Hall de Shyamalan, qui avait joué aussi dans Les Trois Mousquetaires. Ah, aussi d'ailleurs, qui a joué dans Colonia avec Emma Watson, que j'avais adoré. Donc voilà, elle a joué dans ces quelques films-là, avec également aussi une actrice assez connue, assez conséquente, Fiona Shaw. Il y a aussi également dans le casting Vincent Perez. Si, Vincent Perez, je le connais, il a joué dans des films assez connus, enfin je le connais de nom en tout cas. Et également aussi au casting, euh, voilà, Patsy Ferrand. Patsy Ferrand qui notamment avait joué dans Mickey 17 et dans le film Tom et Jerry de 2021. Bref, mais enfin Mickey 17 dont je ferai aussi une critique comme prévu sur la chaîne. Et bien sûr pour Mickey 17 de Bong Joon-ho, je vous mettrai en lien en description aussi ma réaction du trailer. Bref, du coup voilà. Alors, de quoi parle Hot Milk? Hot Milk, si je prononce bien en tout cas, en gros, ça va raconter l'histoire de Sofia, qui est jouée par Emma Mackey, qui en gros va partir dans le sud de l'Espagne, près de la mer, avec sa mère, qui est tétraplégique, enfin, qui est handicapée des jambes, quoi, en fauteuil roulant, si j'utilise bien les termes. Alors, excusez-moi si je bafouille, si j'ai mal utilisé les termes en tout cas, mais voilà. Euh, du coup, du coup, sa mère qui est jouée, bah, comme je vous l'ai dit, par voilà, Fiona Shaw, tout simplement, qui va jouer le rôle de Rose, voilà. Et en gros, voilà, c'est compliqué parce que Rose, elle se comporte comme littéralement une pervers narcissique qui arrête pas de se plaindre, qui arrête pas de râler, qui arrête pas, comment dire, de faire des remarques qui, en fait, peut être, comment dire, un peu blessante, même sans le vouloir, mais qui essaye d'être affectif, qui essaye de se rapprocher de sa fille, même si globalement c'est compliqué, globalement c'est tendu entre les deux, quoi. Enfin, c'est tendu entre les deux, mais et qu'en même temps, t'as Sophia qui peu à peu se lasse, on va dire, des jérémiettes de sa mère, même si sa mère essaye d'être aidée par un dernier traitement par, par par un nouveau psychiatre et enfin par un médecin qui est slash psychologue psychiatre joué dans le film par Vincent Perez. Et le truc, c'est que
Voilà, Sophia, elle préfère s'évader de cette vie, elle préfère s'émanciper de sa mère, quoi, jusqu'à ce que, voilà, Sophia, à la plage, rencontre Vicky Krieps, une femme mystérieuse, enfin voilà, personnage qui s'appelle, voilà, Ygritte. Et en gros, voilà, disons que peu à peu, une relation un peu tumultueuse entre les deux, entre Sophia et Ygritte, va se former et disons va comment dire avoir de l'influence comment dire on ne peut plus dramatique et qui risquerait de basculer à jamais et qui risquerait de faire basculer on va dire à jamais la vie de Sophia. C'est un peu décousu mon résumé, je m'en excuse, mais voilà. Donc, critique 100% spoiler, vous êtes prévenus. Et si je suis allé voir ce film, c'est parce que ça va aussi avec l'un des sujets de mes vidéos, c'est-à-dire mon top 5 des meilleures actrices. L'une de mes actrices préférées qui est Emma Mackey, qui avait joué notamment dans la série Netflix à succès Sex Education. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de Hot Milk? Eh bah, très étrange comme film, psychologiquement parlant, c'est assez particulier en termes de réalisation. En termes de réalisation, ça a l'air assez classique. C'est vraiment, comment dire, calme et assez intimiste. Et au final, le film, eh ben, il est très bien. Il est vraiment très bien. Il est très bien. Je vais plus détailler que ça, évidemment, vous en faites pas. Le film est très bien. Et Emma Mackey, c'est mon coup de cœur. Elle est magnifique dans ce film. Elle est tragique. Son personnage est extrêmement tragique. C'est mélancolique. C'est assez malaisant, assez gênant. Quand tu vois certains comportements de certains personnages, tu te dis, faut t'accrocher quoi. Et c'est ce que j'ai connu aussi. Hein. C'est des gens comme ça qui étaient atteints psychologiquement, des gens qui, voilà, mes parents, tout ça, mes géniteurs qui parfois se comportaient beaucoup à distance et vraiment d'une manière peu conventionnelle et peu, comment dire, affectif, enfin en termes de famille et humainement parlant, et peu, comment dire, comment dire peu, comment dire, compatissante, de manière peu compatissante, quoi, et peu, comment dire, bienveillant. Par rapport au vécu, c'est assez particulier parce que ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est par rapport à l'atteinte psychologique. Là, ce que va réussir à faire la réalisatrice en question dans son scénario et à écrire, pour enfin, dans ce film-là, c'est vraiment ce malaise, vraiment ce côté de distance où tu as le personnage de Sophia qui se force, mais se force vraiment d'aider sa mère, d'être toujours là pour elle alors qu'elle ne veut pas, elle s'en bat les couilles. Elle veut juste vivre sa vie, elle veut juste s'échapper de cet enfer. Elle veut vraiment, comment dire, et c'est pour ça que Ygritte, c'est le déclencheur, littéralement, de l'évolution de, de Sophia, qui va, comment dire, s'évader en termes d'irresponsabilité, dans le sens où elle va traîner avec Ingrid, elle va commencer à tomber amoureuse d'elle, littéralement, une romance va se créer entre elles. Et d'un ce côté où vraiment les deux essayent de se parler, mais quand elles vont se dire des choses, on va dire, un peu particulières et un peu, comment dire, peu conventionnelles, il y a vraiment ce côté où elles se retrouvent dans ce côté un peu de folie et un peu, comment dire, d'atteinte psychologique entre elles. Où en fait elles vont se comprendre par douceur, mais aussi, comment dire, sans jugement réel. Parce que, tu vois, dans un moment, tu as quelqu'un qui dit j'ai tué quelqu'un. J'ai déjà tué quelqu'un dans ma vie. Et tu as Sophia qui va être, voilà, qui va être distante et qui va être, comment dire, vexée. Et tu as quelqu'un et voilà, enfin, comment dire, comment dire, qui va douter d'elle, qui va douter d'Ygritte. Et enfin, voilà quoi. Et Ingrid, justement, quand elle voit ça, elle va partir de colère. Mais t'as Sophia qui va revenir vers elle pour la rattraper, pour lui dire non, je t'aime, machin, je t'enlace et tout, je t'embrasse. Ce qui est bizarre, mais au fur et à mesure, quand tu vois le film avancer, et quand tu vois l'atteinte psychologique dont souffre Sophia, et surtout le pourquoi dont elle est atteinte de cette psychologie-là, quand tu vois la conclusion du film, tout s'explique. Mais pour revenir sur Ingrid, et pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a dit, pourquoi elle dit avoir tué une fois quelqu'un, c'est parce que elle relate son passé à Sophia, où en fait elle va dire tout simplement, en fait, quand on était petite avec ma petite sœur, moi j'ai poussé trop fort la balançoire, euh,
ma petite sœur par terre s'est fendu le crâne. Enfin, s'est cassé le crâne en tombant. Et en gros, elle est à l'hôpital avec des gens inconnus maintenant. Et en fait, elle a atteint psychologiquement, elle a une mentalité de petite fille de 5 ans maintenant en étant adulte. Et donc, oui, dans un sens, Ingrid dit qu'elle a tué sa petite sœur, mais bon, vous avez compris que c'est une image, hein, bien évidemment. Et t'as Sophia qui, en fait, après lui avoir posé cette question-là de pourquoi, enfin, de qui elle avait tué, justement, Sophia qui, en fait, va être plus compréhensif et va être poussée à plus l'aimer, quoi, tout simplement. Alors qu'en même temps, tu vois, Ingrid, elle n'est pas forcément aussi affective que ça. Alors que tu vois, bon, elles se sont à peine rencontrées dans un restaurant, elles ont un petit peu parlé entre elles, à la plage en disant ouais, d'où est-ce que tu viens? Tu vis avec ta mère, hein, c'est ça? Moi je viens de là-bas, machin. Euh, Pardon, ce qui est, tu veux, ce qui est, si tu veux, on va dire un peu impersonnel comme relation et un peu précipité puisque les deux âmes se regroupent en elles parce qu'elles souffrent toutes les deux. Elles ont besoin de réconfort. Oui, pardon, j'ai rafté un peu, excusez-moi, j'ai. Pardon pour ma gorge, je m'excuserai. Et donc, en gros, elles vont se rapprocher humainement parlant. Et puis voilà, elles vont se rapprocher humainement parlant. Et elles vont se retrouver elles vont se retrouver l'une envers l'autre, tout simplement. Alors que tu vois, le truc c'est que Sophie elle veut s'éloigner de sa mère, mais la difficulté qui est réelle par rapport à Ingrid, c'est qu'elle est schizophrène un peu. Parce que tu as carrément Ingrid qui va fréquenter et fricoter, on va dire, plusieurs conquêtes masculines. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le truc c'est que Emma Mackey, enfin Sophia dans le film, elle va être plus renfermée, elle va être plus atteinte psychologiquement sans savoir quoi dire. Et en même temps, elle va se rapprocher de Ingrid encore plus parce qu'elle l'aime vraiment. Elle est l'épaule sur laquelle elle peut, comment dire, elle peut se consoler, tout simplement. C'est un peu cette schizophrénie qui est ressortie dans le film, mais un peu cette atteinte psychologique où vraiment les personnages féminins, enfin les personnages féminins qui sont atteints de troubles mentaux, en fait, essayent de faire leur deux poids deux mesures, et c'est en fait une conséquence de la romance et en fait de gens qui te ressemblent, mais qui en fait sont pas forcément, on va dire, compatissant avec toi. Et ce qui fait que malheureusement, ça peut atteindre à des comportements où, au final, ça peut provoquer des distorsions dantesques, quoi, mais dans le mauvais sens du terme. Et en fait, je viens de repenser à un détail par rapport au père de Sophia qui l'a abandonné et qui l'a lâché elle et sa mère. C'est une dinguerie, je vais vous en parler maintenant que j'y pense parce que c'est incroyablement fou. Mais voilà, ce film est fou par rapport au côté psychologique. Voilà, et le truc c'est que même à la fin, tu vois, quand tu as ce côté où tu as Sophia qui va débarquer, comment dire, pour dire à Ingrid à la plage, non, je veux pas te suivre, voilà, je veux pas parler avec toi. Mais en fait, elle revient vers elle malgré tout. Mais au final, tu as Ingrid qui est au téléphone une dernière fois avec un mec, mais t'as Sophia qui va lui prendre le téléphone, le jeter à la mer. Ingrid, pardon, va s'énerver contre elle, mais voilà, t'as Sophia qui va la mettre, enfin, qui va, comment dire, la retenir, voilà, et qui va essayer de la consoler en lui disant vous étiez que des petites filles, toi et ta soeur, quand ça s'est passé, l'instant que tu m'avais raconté, blablabla, tout ça. Pour te dire à quel point c'est confus en termes d'émotion et en termes de psychologie, mais qu'en même temps, il y a un affect qu'on peut avoir sur ces personnages tragiques et un affect où réellement c'est assez psychologique entre eux et qu'il n'y a que eux qui peuvent se comprendre par rapport à leur travers. Et c'est vrai qu'Ingrid est vraiment atteinte psychologiquement, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au fusil de Chekhov, la technique utilisée en question dans ce film-là, tu as la première apparition de Ingrid qui est montrée en fait, à la plage où en fait elle chevauche un cheval, quoi. Et en fait, elle va arriver devant le soleil comme si c'était une figure christique pour sauver Sophia, qui était allée se baigner. Et au final, à la fin du film, t'as Ingrid qui revient euh, à dos de cheval, et voilà. Et puis le truc, c'est que Sophia, au début, veut pas se rapprocher d'elle, et lui dit non, je veux pas. Mais t'as Ingrid qui lui dit tu vas la regretter sinon. Et en fait, quand elle lui dit ça, tu vas la regretter sinon, Sophia. En gros, Sophia se dit ah, en même temps, je l'aime vraiment, et en même temps, elle a raison, parce que elle est mon support, elle est le seul support, elle est la seule once d'espoir que je peux avoir dans ma vie, quoi. Donc, forcément, j'ai besoin de réconfort par rapport à elle. J'ai besoin de me rassurer avec elle, tout simplement.
Et ça, c'est très beau. Et ça, la relation amoureuse et romancée dans ce film-là est extrêmement réussite. Et très subtile et tragique à la fois, en fait. Et vraiment mélancolique et assez peu conventionnel, mais un peu conventionnel, on va dire, niveau psychologique. Mais voilà. Et en même temps, Ingrid, elle va ridiculiser un peu Sophia quand elle va lui passer un t-shirt où il y a écrit un mot genre fall down, enfin un petit mot en anglais comme ça, dans le sens où elle veut à la fois la taquiner ou elle veut, comment dire, se moquer d'elle pour, comment dire, éviter de se frustrer, on va dire, psychologiquement en se disant qu'elle est folle, ou c'est comme, comment dire, comment dire, pour dire à Sophia que elle se retrouve à travers elle, parce que en même temps, dans un sens, c'est pas vraiment le terme, mais les deux femmes en question, elles sont un peu schizophrènes sur les bords, quoi. Je dis pas fou, hein, tu vois, c'est pas le terme exact, mais elles sont atteintes psychologiquement et en même temps, les deux peuvent se rejeter, mais elles peuvent se rapprocher en même temps. Ça, c'est très beau par rapport à ça. Et psychologiquement, c'est assez dingue, quoi. Et donc, niveau réalisation, je vais y passer rapidement. Il y a des lumières chaleureuses assez réalistes, ou vraiment, enfin réalistes, où vraiment ça retransmet bien, on va dire, le côté à la fois lumineux de l'espoir de Sophia de se retrouver avec Ingrid, dans le sens où voilà, tu as ce côté très intimiste où c'est vraiment filmé comme si on filmait des personnes dans leur vie réelle, quoi. Mais vraiment d'un côté vraiment pas du tout intrusif, où tu te sens avec eux et que en fait tu ressens ce qu'ils vivent, quoi. Tu vis avec eux ce qu'ils sont en train de vivre et tu parcours cette aventure avec eux, avec ces personnages-là. Et c'est très beau par rapport à ça parce que ce qu'a très bien réussi à faire la réalisatrice pour moi, c'est de rajouter de la lumière, on va dire, d'espoir et à la fois des lumières, on va dire, un peu ternes et d'éclairage où vraiment, quand il y a des moments, on va dire, entre le père de Sophia où tu sens que c'est chaud, quoi, dans le sens où c'est compliqué et que c'est tendu, tu vas aussi avoir une petite scène où tu as Rose qui va se retrouver dans son coin, enfermée complètement triste, sans rien faire. Et psychologiquement parlant, tu sens que par rapport à la lumière que tu vas avoir, tu sens que à la fois c'est un peu trop chaleureux quand tu as les relations un peu tumultueuses entre Ingrid et Sophia, et à la fois tu as ce côté plus tension où tu te dis là c'est chaud, qu'est-ce qui se passe avec Rose, avec le père, qu'est-ce qui se passe là. Parce que là c'est waouh. Quoi d'autre aussi. Une réalisation qui est très bien foutue, les personnages même masculins comme le médecin là, qui est vraiment très attachant et qui est très humain. Tu sens que son boulot, c'est bien la psychanalyse, la psychologie aussi, et pas que le côté médical sur les jambes. Et quand tu vois la mère pleurer plusieurs fois et tomber en larmes plusieurs fois et être aussi atteinte psychologiquement, quand tu vas voir la fin, en fait tout s'explique par la fin, quoi. Et par rapport au père, et je vais y revenir en détail, vous en faites pas. Tu as cette idée où vraiment, Sophia, elle veut se retrouver ailleurs, elle veut chercher, on va dire, quelque chose de plus grand. Quand elle voit passer dans la rue, on va dire, des danseuses de salsa, enfin, comment dire, de tango, pardon, elle observe ces gens-là, elle a vraiment envie d'être avec ces gens-là. Enfin, comment dire, de s'évader, en fait. Elle essaye de se trouver au fait de Sophia. À la fois, elle nage à la plage, mais pour s'éloigner d'un monde compliqué, de sa vie compliquée, elle va voir des gens, elle va voir des femmes faire de la salsa, enfin, du tango. Elle a envie de cette gloire-là en même temps, même si c'est pas explicité, on va dire, par rapport à ses passions. Ce n'est jamais expliqué par rapport à ça, mais on peut supposer qu'elle a envie de grandeur, qu'elle a envie d'évasion, par exemple le tango qui pourrait être un moyen de secours, même si c'est juste au détour d'une scène, quoi. Et même les moments où voilà, Sophia, quand elle est avec des gens psychologiquement normaux, tu sens que c'est pas aussi alchimique que ça. Quand par exemple elle est avec la fille médecin, euh, la fille médecin qui est aussi, enfin oui, la fille médecin du docteur de Rose, il y a cette idée où les deux filles, elles n'ont pas forcément autant d'alchimie que ça dans les dialogues. Tu as cette sensation où, voilà, elles sont, comment dire, pas aussi amicales que ça. Tu sens pas de tension amoureuse comparé à Ingrid, comparé à des gens atteints psychologiquement, et tu sens que voilà, même Sophia elle essaie de se trouver ailleurs aussi, voilà, de se trouver, d'essayer de se trouver quelqu'un, et même quand elle voit la première fois, on va dire Ingrid la tromper entre guillemets, Sophia va se rediriger vers le maître nageur de la plage, enfin le sauveteur de la plage quoi,
Euh, et elle va amener une bouteille de champagne, voilà. Elle veut essayer de passer une nuit avec lui, mais c'est pas montré. C'est juste montré plan d'exposition sur la cabine à la plage du maître nageur, enfin du maître sauveteur, quoi. Et en gros, voilà, on ne sait pas s'ils ont couché ensemble ou pas. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a cette ambiguïté comme quoi, même au début, tu avais cette instance où, en termes de relation entre le maître nageur, enfin le sauveteur et Sophia, c'est que Sophia, elle n'arrêtait pas de se balader n'importe comment dans les points où il y avait des méduses et de se faire piquer par les méduses. Bon, je suppose que là, ça a été des effets spéciaux et qu'ils n'ont pas réellement utilisé des vraies méduses et que Mamake s'est pas réellement blessé. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait. Donc voilà, tu as cette idée où vraiment t'as Sophia qui se blesse avec le maître nageur, enfin le sauveteur, pardon, je bafouille un peu sur les termes, qui la soigne, tout ça. Et elle va se retrouver, et comment dire, elle va se retrouver face à lui, on va dire, à ce soir-là en question avec la bouteille de champagne, pour essayer de fricoter avec lui. Même si tu vois, les deux, il n'y a pas cette relation amoureuse, qu'il n'y a rien du tout. En fait, elle vient juste voir un inconnu parce qu'elle a besoin de ça pour, comment dire, se ressourcer. Et pour comment dire se ressourcer, pour comment dire se trouver comment dire un modèle intéressant et une lueur d'espoir dans sa vie. Donc voilà, voilà. C'est assez psychologiquement le film est assez vaste quoi. Et même tu vois quand à sa mère, quand à Rose qui demande à Sophia comment tu t'es blessé le bras, est-ce que ça va, mais qui est trop insistante, qui est comment dire trop, qui est tout de suite dans la moralisation en disant t'as toujours été compliqué quand t'as été petite machin. Oui, déjà que c'est un vécu que j'ai eu même par rapport à ma grand-mère. C'est compliqué, c'est... quand je vous disais que le film, je m'y retrouvais par rapport à un certain vécu que je pouvais avoir, enfin voilà, c'est un exemple concret réellement par rapport à Rose et par rapport à Sophia de la souffrance qu'elles peuvent émettre entre elles. Quoi. Et même à un moment, quand tu as justement Sophia qui va péter un câble parce que justement Ingrid continue à la tromper, elle va péter justement une tasse. Sa mère Rose va en mode péter un câble en lui disant qu'est-ce que t'as Sophia, et t'as Sophia qui va dire non non il n'y a rien du tout, tout va bien. Ça c'est une atteinte psychologique où vraiment même Rose qui n'insiste pas tant que ça, c'est qu'en fait en réalité elles sont atteintes psychologiquement parce que voilà tu as ce parcours où tu as Sophia qui va essayer de se ressourcer envers son père, mais son père en fait s'avère être en réalité son oncle. Parce que je vous explique la dinguerie de ce que j'avais pensé tout à l'heure. La dinguerie c'est, et c'est bien montré dans ce putain de film, c'est que, honnêtement parlant, et le fait aussi que le père de Sophia la traite mal, la rabaisse, lui parle mal en lui disant des leçons de morale, ah, tu t'es mal comporté, t'étais ceci, t'étais cela, t'étais insupportable, et que oh là là, sur ton t-shirt il y a marqué folle machin, c'est ce que t'es machin, en gros, il a dit subtilement, en gros le daron, c'est littéralement le frère de sa mère qui a violé sa mère, oui, qui en fait voilà, voilà, enfin non mais enfin oui c'est ça, oui en gros oui c'est ça, c'est en fait c'est l'un des trois frères parce que oui il y a tout un bail, je vous explique, c'est compliqué à expliquer, mais en fait, il y a tout un bail qui disait qu'en gros, Rose, elle faisait semblant de dire, enfin, elle prétendait à Sophia pour la protéger en quelque sorte, que, en gros, euh, c'est compliqué, que, en fait, sa sœur, à Rose, en fait, que sa tante était morte, et qu'elle l'a jamais connue avec ses trois frères, mais qu'en réalité, l'un des trois frères en question, je vous explique la navire, comment dire, l'un des trois frères en question, c'était euh, le gars qui a baisé sa sœur, la sœur qui a donné naissance à Rose, si je dis pas de conneries, et si je dis pas de conneries, le frère, le daron de Sophia, c'est son oncle. Ce qui fait que l'oncle là, enfin le baron, le daron là, c'est le frère de Rose, Rose qui a donné naissance à Sophia. On est clairement dans une relation putain d'incestueuse, c'est une dinguerie ce film. C'est une dinguerie monumentale. Parce que c'est pour vous montrer à quel point les gens en fait peuvent être prêts à n'importe quoi pour la perversion sexuelle, pour le désir, pour le péché absolu, pour comment dire la luxure, on va dire d'orgie, enfin de ces trucs-là. La perversion du corps peut amener à des gens à manquer de respect à leur propre sang, jusqu'à détruire même leur propre sang en salissant les corps de leur propre sang.
de leurs propres membres de famille avec qui ils ont grandi et avec qui ils ont évolué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est ce scénario et le propos de dingue que c'est et à quel point c'est encore important de nos jours, quoi. Mais genre vraiment, rendez-vous compte, hein. Rendez-vous compte. Et honnêtement, pour connaître, je vais vous relater un court métrage que j'avais vu lors d'une projection dans le MKD Odéon sur Paris. Ils avaient projeté un court métrage complètement honteux d'une réalisatrice complètement lunaire dont je ne vais pas citer le nom, un court métrage qui s'appelle Boucan, où en gros c'était deux adolescents beaufs façon bière machin, façon marseillais, tu vois, mais dans les pires caricatures, qui en fait, si tu veux, une cousine qui était amoureuse de son cousin, et la relation dans cette voilà, relation incestueuse, c'était montré toujours de manière affective, même si tu avais la grande sœur de la meuf qui lui disait euh, ouais, c'est comme. Ah, bah, dis donc, vous comportez n'importe comment, mais t'en fais pas si vous êtes dans la merde. Moi, je me chargerai pas de toi, je m'en bats les couilles. C'est. Voilà, vous voulez continuer vos merdes, vous me cassez pas les couilles. Enfin, déjà, les messages, c'est chaud quand même. Et le truc, c'est que même la relation n'était pas montrée, enfin, et même pas remise en question dans ce court-métrage-là. Et disons que, voilà, j'en avais fait comment dire, une intervention lors de la conférence après le court-métrage. C'est compliqué à expliquer, mais j'ai été littéralement dégoûté. Et heureusement qu'il y a des films comme Hot Milk qui débarquent pour dénoncer ce genre de comportement-là et ce genre de comportements qui peuvent être mal interprétés et qui peuvent être utilisés justement pour détourner un message qui dit justement, qui interpelle en mode il faut pas faire ça, mais un message qui peut être détourné pour glorifier ça. Et c'est ça que le problème, c'est que si on glorifie de plus en plus la mentalité des gens qui est pourrie, ça fait un monde pourri quoi qu'il arrive. C'est ça que je veux dire. Pardon si je me suis mal exprimé un peu, mais en gros voilà. Donc il faut faire très attention et heureusement que Hotmilk est là pour dénoncer ce genre de comportement-là. Et ça se voit par rapport aux réactions et à la folie, tu vois, de Sophia, même quand elle voit le chien attaché par rapport aux gardes de bagnole, tu vois, enfin comme au garagiste de bagnole, genre dans le côté, on va dire, dans l'espèce de... Oui, l'espèce de garage, quoi, je sais pas comment dire. Enfin, c'est une dinguerie scénaristiquement parlant. Et même le twist où tu as en fait Rose qui arrive à marcher. Voilà, qui arrive à marcher, qui n'osait pas, comment dire, assumer de passer à autre chose. Et au final, tu as ce twist où tu as Sophia qui va descendre de la bagnole avec sa mère. Elle va l'amener en fauteuil, tu vois, en plein milieu de la route. Et ça va être la toute fin du film. Elle va lui dire non, non, relève-toi, tu te démerdes. Voilà, tu sais ce que tu as à faire. Et tu as le camion qui débarque. Tu as Sophia qui décide de, comment dire, euh, tuer le mentor, dans le sens où elle s'affranchit du mentor, comment dire, et elle décide justement d'avancer et de grandir, changer. C'est littéralement le parcours d'une héroïne où en fait, si tu veux, elle subit des obstacles. Son quotidien est chamboulé. Jusqu'à ce qu'elle soit dans l'acceptation et qu'elle ait grandi, littéralement. Et le film se termine pile par une scène, hop, quand le camion arrive, on ne sait même pas si Rose est morte. On ne sait même pas si elle a couru, elle s'est sauvée à temps. On ne sait même pas si Sophia l'a réellement assassinée ou pas. Cette fin, c'est une réussite pour moi. Cette fin ouverte, mais choc, subtile, pardon, et suspendue comme ça, c'est vraiment que les gens qui ont bossé sur ce film-là, ils ont extrêmement bien compris, mais genre vraiment, toute la subtilité d'une évolution d'une personne dans sa vie. Toute la subtilité de la gravité de si on n'avance pas et de si on n'évolue pas dans sa vie. Et donc, Emma Mac, Vicky Krieps, excusez-moi, j'ai un trou sur l'actrice en question qui joue Rose. Euh, Désolé. Voilà. Fiona Shaw, tous les autres, tout le reste du casting. Mes félicitations. Mes félicitations à la réalisatrice et à la scénariste à l'auteur-réalisatrice de ce film-là, à l'équipe technique. Déjà que visuellement le film est beau. Le film retranscrit bien les couleurs chaleureuses de la région de l'Espagne, tout ça. Les cadrages pour bien montrer le côté paysage, le côté comment dire, immersion de l'environnement.
tout est réussi dans ce putain de film. J'ai rien d'autre à dire. Donc franchement, c'est très beau par rapport à ça. C'est très très beau par rapport à ça. Et c'est très malin d'avoir fini le film comme ça. Après, tu vois, la toute première scène du film, au tout début du film, en gros, c'est Emma Mackey avec un air vraiment, vraiment, comment dire, déchaîné ou même, comment dire, radical et grave, tu vois, dans son visage. Et Emma Mackey est très forte par rapport à ça, à varier sur la douceur, à varier sur la simplicité, sur l'émotion chaleureuse et aussi à alterner sur le côté gravité, le côté dramatique et enjeu et de pure tristesse. Au tout début du film, c'est son visage qui était vraiment radical et grave, tu vois, avec un côté des flammes et une lumière forte. J'ai envie de te dire, c'était vraiment, mais vraiment très très bien trouvé. Enfin, une lumière forte parce que on pourrait supposer que c'est le camion qui arrive vers Rose, ou soit c'est ou soit si j'ai mal vu, c'est peut-être des flammes, ou alors c'est très bizarre comment c'est monté par rapport à ça, mais ça me déconstruit absolument, enfin bizarre dans le sens où ils veulent rendre ça particulier, bizarre, pour nous mettre dans la tête de ces personnages-là et de leur schizophrénie. Et c'est très bien trouvé par rapport à l'échelle même du film, assez intimiste, mais à une échelle psychologique intense et vraiment dramatique qui retranscrit, on va dire, la folie des hommes et l'impact que ça peut avoir sur la douceur absolue et l'humanité absolue. Notre source d'humanité absolue, c'est les femmes. Genre vraiment les femmes. Donc voilà. Donc voilà, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, bon, juste là où c'est mieux réussi par rapport à ça, où la femme est montrée comme une figure christique avec ses qualités comme ses défauts, là où dans Ballerina, il y a une petite scène, je l'avais pas précisé dans ma critique de Ballerina. Si elle serait déjà disponible, ma critique Ballerina, je vous mettrai un lien en description, ma critique Ballerina, pour ceux qui auront vu le film Ballerina de John Wick. En fait, tu as un dialogue entre Winston qui dit à Eve ne sois pas dans le péché, voilà. J'espère que tu referas pas les mêmes erreurs parce que voilà, machin. Dans le jardin d'Éden, c'était Eve qui avait foutu la merde par rapport à l'humanité. Donc voilà, tes sources de vie, mais elle avait foutu la merde en cueillant, en cueillant la pomme de l'arbre du jardin d'Éden, tout ça. Ce qui est un peu bizarre parce qu'en même temps, dans John Wick, t'as pas cette retranscription de la religion réellement. Certes, ils ont des croix, machin, Jésus-Christ, mais j'ai l'impression que les croix qu'ils ont, c'était surtout pour rendre ça stylé, quoi. Et pour un certain idéal, mais sans réellement respecter Jésus. Parce que s'ils avaient respecté la parole de Jésus dans cet univers de John Wick, tout le monde ne serait pas des tueurs à gages. En fait, ce serait un monde normal, en fait, notre monde à nous. Bref, c'était la petite parenthèse que je voulais faire, mais voilà. Là où, si tu veux, dans le film de John Wick, les croix en question, c'est pour faire stylé. Et pour avoir un symbole cool. C'est ce qui est pas montré, ce qui est montré implicitement par rapport au film de John Wick, mais par rapport au film Ballerina et la façon dont c'est un peu explicite, bref, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, Hot Milk, c'est un film que je vous recommande de revoir revoir, bref. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la critique, c'est forcément ceux qui ont vu peut-être le film en question. Et donc, en même temps, si je vous ai donné envie à ceux qui n'ont pas vu le film de voir le film, regardez-le. Mais après c'est que je vous ai spoilé tout le film, ce qui est un peu dommage, et que j'espère en tout cas que vous n'êtes pas resté au moins, enfin que vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin de la critique si vous n'avez pas vu le film. Euh, donc voilà. Après, si vous voulez le voir ou pas, mais franchement, c'est un film à voir et revoir. Et moi, si je croise quelqu'un dans la rue, enfin si je croise un ami, tout ça, pardon, c'est ce que je voulais dire, c'est que je le recommande vraiment de voir ce film-là. Très particulier psychologiquement, c'est voilà, très intimiste, très beau aussi sur les rapports humains, mais c'est une réussite totale. Et donc voilà, bravo pour Hot Milk. Je vais mettre je vais mettre un bon 17 sur 20. Pas seulement parce que c'est Mamake dans le jeu, mais aussi parce que c'est aussi la globalité du film. En fait, c'est le 17 sur 20, c'est vraiment pour tout le film ex aequo, quoi. Sur tous les points du film ex aequo. Donc c'est très réussi. Merci pour ce film-là. Merci à l'équipe, merci à la réalisatrice, merci aux acteurs, merci à Mamake. Vraiment, ce film, félicitations. J'espère vraiment qu'il va être nommé à des cérémonies, qu'il va gagner des prix. Je l'espère vraiment. J'espère qu'il va remettre en question sur certains. J'espère qu'il va réellement remettre en question beaucoup de gens sur certains comportements qu'ils ne devraient pas avoir. Donc voilà. Là, je dis bravo. Merci à tous de m'avoir regardé, les amis.
Pensez à liker, partager, commenter. On se dit à la prochaine. C'était Rafi. Salut à tous.